Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis Manga. Nous vous passons le bonjour et merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Vous pouvez nous suivre sur le canal 255 du bouquet Canal Plus sur la TNT, mais bien sûr sur la page Facebook de Savane TV en direct. Il faut tout simplement taper Savane TV et puis vous allez pouvoir nous suivre en direct à partir de 7h30 chaque matin. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso sur Savane TV. Et cette semaine, vous le savez, pour la rubrique à la découverte 2, nous vous parlons de ce monsieur grand homme d'affaires qui a marqué l'histoire et le monde des affaires burkinabé. Il n'est plus, il s'agit de Feu El Hadj Oumarou Kananzoué ou Oka du nom de son entreprise donc de BTP. Nous parlons de lui dans la rubrique à la découverte de cette semaine. Nous revenons sur son parcours et aujourd'hui vous allez écouter les témoignages de sa famille, ses enfants et ses épouses. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous allons recevoir Rachida Sadzango qui va partager des informations avec nous. Notre invité du jour a fait parler d'elle au sommet Afrique-France à Montpellier. Elle a fait parler d'elle à travers son discours et surtout l'image de la marmite sale. Et quand elle parlait bien sûr de l'aide au développement, il s'agit de Rani Mwende Elda Kwama. Elle est notre invitée de ce jour et sera là en direct sur le plateau de Savane TV pour justement revenir sur ce sommet Afrique-France et parler également donc de ses activités. Alors aujourd'hui c'est jeudi et vous avez droit à votre chronique terre à terre. La chronique des innovateurs. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une invention de Monsieur Traoré Mamadou qui nous vient de couvrir pour nous parler donc du dispositif semi-automatique de torréfaction des graines. En termes simples, c'est une machine qui va vous permettre de griller notamment des arachides pour produire par exemple les pâtes d'arachide. Nous allons découvrir cette invention dans la deuxième partie de cette émission. Mais en attendant, tout de suite et maintenant, virgule à la découverte 2. Lorsqu'on dit Oka ou Oumarou Kananzoué, vous avez bien connu ce monsieur et vous continuez aujourd'hui de parler de lui parce qu'il y a une avenue qui porte son nom aujourd'hui, l'avenue Oumarou Kananzoué qui se situe entre le quartier ou les quartiers Bilbalgo et Samandin. Et puis il y a un barrage bien sûr à Yakou qui porte son nom, Oumarou Kananzoué. Il y a tellement de réalisations qui portent le nom donc de Oumarou Kananzoué aujourd'hui. Et cette semaine, nous avons décidé de revenir sur l'homme, ce qu'il a été à travers ses réalisations et puis bien sûr vous proposez des témoignages aussi de ses proches. Rappelons qu'il est né vers 1927, malheureusement il nous a quittés le 19 octobre 2011 et 10 ans après, l'équipe de Bonjour le Faso décide de lui rendre hommage. Aujourd'hui nous vous proposons d'écouter les témoignages de ses proches, mais vraiment de sa famille parce qu'il s'agit là des témoignages de ses enfants et de ses épouses. On suit et on revient. Pour rien, ça, ton côté, on a un petit peu de wolomuya. On a wolomuya. Et de yapa me bala kwa maya ton yap. Hasida, Tony Mikam, ti wen sans sa compazansi. Ap hampatum ti lo ni kiema me. Ap tentum am tita. Ou ti kolok. Nous souhaitons longue vie à nos mamans. Les petits frères aussi. Même s'ils ne vont pas faire plus que le vieux, ils travaillent suffisamment comme le vieux. Que Dieu exauce notre prière. C'est comme s'il n'est pas décédé. Toutes les choses avancent comme il se doit. Que Dieu fasse que les enfants s'entendent pour emprunter le chemin du vieux. Que les amis du vieux ne nous abandonnent pas. Qu'ils puissent nous rendre toujours visite comme avant. Depuis la mort de mon mari, la cour est toujours animée pour nous. Que la terre lui soit légère.
Qu'ils reposent en paix, que Dieu bénisse les enfants. Nous les remercions tous, nous vivons dans le bonheur. Malgré son absence, les enfants s'occupent très bien de nous. Nous remercions l'imam et tous ceux qui s'occupent de nous. Nous comptons tous sur eux pour notre bonheur. Que les amis du vieux continuent de nous rendre visite comme ils le faisaient en présence du vieux. Manda doze kota wana mwana ya ngema wana ya ring taw dam ding tawli wana nuru bugasi Paix à l'âme du vieux. Que Dieu protège tous ceux que le vieux a laissés. Ati optuma tum neram base keten dum dame e diabla mambe zakapo be on vient fa opangi gambe be pa vient de pa la konti moemba tout me yi sona aya wusoro parce que yama nge mi remen hameta mon pana zinyam kana to siam. Ce qu'il a fait pour la religion est important. Je prends l'exemple de la mosquée qu'il était en train de construire à Ouaga 2000. Si je vous dis combien il a mis, c'est trop. Il a construit près de 300 mosquées à travers le Burkina. Non. Vous suiviez à l'instant quelques témoignages des épouses, des enfants et proches de Oka, Oumarou Kananzoué, qui nous a quittés le 19 octobre 2011, il faut le rappeler. Et cette semaine, l'équipe de Bonjour le Faso a décidé de lui rendre hommage en revenant sur ses réalisations et en revenant aussi sur sa personne. Pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de l'actualité nationale et internationale et c'est à travers la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Rachid Assad Zongo que nous retrouvons à présent. Rachid, bonjour et bienvenue. Merci Abzeta, bonjour à toi et bonjour à vous qui nous suivez. Alors, tu nous amènes où pour commencer? Et le premier journal, on va dire, qui nous entretient, c'est le journal Le Quotidien pour la lecture des unes des journaux. Alors, Le Quotidien, à la page 3, nous confie ce titre. Lutte contre la criminalité urbaine et le grand banditisme à Ouagadougou, 13 personnes aux arrêts, dont un élément des forces de défense et de sécurité, donc FDS, en activité et de nombreux biens saisis. Le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier peut être parcouru à la page 8 du journal Le Quotidien du jour. Toujours avec le même journal, à la page 5, nous sommes dans la région des Cascades. 3 jours pour diagnostiquer les maux du système éducatif. À la page 4, conservation de la biodiversité, la Chine publie un livre blanc. Et pour achever avec Le Quotidien à sa une, contrebande de carburant pour terroristes, l'acte ne doit pas rester impuni. L'article peut être parcouru à la page 6 du journal Le Quotidien du jour. Ensuite, on poursuit avec un autre journal, L'Observateur Palga. Le quotidien L'Observateur Palga, dans ses titres, à la page 25, nous confie « Vie active à Nouna ». Le handicap n'est pas un obstacle.
Et puis du côté de la CENI, on précise que le chef de Gourcy remplace celui de Sao. Une décision qui ressort du Conseil des ministres tenu hier et dont la substance peut être parcourue à la page 20 de l'Observateur Palga du jour. Avec le même journal, à la page 6, à travers sa rubrique Lire projecteur, Art plastique, chimère d'Oumar Bal. Voilà. Affrontement entre militaires et civils à Pau, le communiqué du procureur du Faso, c'est-à-dire à la page 5. Dans sa rubrique Regard, le journal L'Observateur Palga nous parle de la mise à la retraite de 44 généraux guinéens. Le colonel Doumbouya nettoie les écuries de l'armée. Et puis, appel du pape Jean-Paul II pour le Sahel, 41 ans après sa fondation, réitère son cri de détresse. À lire la page 3. C'est ce que nous apprenait l'Observateur Palga du jour. Un autre quotidien Abzeta, nous sommes cette fois-ci avec Le Pays. Ce journal nous entretient également sur le sujet de la lutte contre le grand banditisme à Ouaga, avec 5 réseaux de présumés délinquants, parmi lesquels FDS démantelés. Toujours avec le même journal, fausse facturation dans le secteur minier au Burkina, plus de 300 milliards de francs CFA de pertes enregistrées entre 2014 et 2019, c'est-à-dire à la page 22. À la page 6, trentenaire des éditions Le Pays, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, félicite le journal, c'est-à-dire à la page 6 comme je l'indiquais. La substance pour ce qui est du Conseil des ministres peut être parcourue à la page 24 et le journal Le Pays titre « Un projet de loi portant promotion immobilière adopté ». Dans sa rubrique Révélation, Le Pays titre « Centre commercial de Ouaga 2000, plusieurs élèves consommateurs de drogue entre les mains de la police ». Je reprends, à travers la rubrique Révélation du journal Le Pays, Centre commercial de Ouaga 2000, plusieurs élèves consommateurs de drogue entre les mains de la police. C'est-à-dire à la page 7 du journal Le Pays du jour. Avec le même journal, des propos d'un biochimiste à la personne de Karim Koudgou, qui confie ceci, je cite, « La citronnelle possède des vertus thérapeutiques », à lire à la page 28. On poursuit avec toujours le journal Le Pays, dans ses titres à la page 7, « Violence militaire à Pau, les faits seront traités conformément à la loi ». Et pour achever, réhabilitation environnementale des sites miniers du Burkina, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme, à lire à la page 4, comme je l'indique. Un autre journal, un autre quotidien bien sûr, Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, titre à sa une, démantèlement de 5 réseaux de délinquants par la police, encore une calache d'un élément de FDS dans le butin des criminels. Affrontement militaire et civil à Pau, l'armée nationale signe son mea culpa, c'est-à-dire à la page 3. Excellence scolaire à l'arrondissement 5 de Ouaga, 10 enseignants et 28 élèves récompensés, à lire à la page 12. Le Conseil des ministres peut être parcouru à la page 8 et le journal titre « Loi portant promotion immobilière, retrait du permis d'exploitation de la SMB à Inata, 51 personnes naturalisées, Eliwe Drago remplace le Sao Naba à la CENI ». Et puis, c'est l'actualité internationale qui achève les titres du journal Aujourd'hui au Faso, avec le procès Frolibert Chebea, les déroutants aveux du policier Mugabo, c'est-à-dire à la page 5, je l'indique. Après, nous poursuivons avec un autre journal. Nous sommes avec l'Express du Faso, édité depuis Bobo Dioulasso. Armée nationale, peaufiner ou réorganiser vite, les terroristes gagnent du terrain. Assise régionale de l'éducation, les acteurs posent les bases d'un système éducatif de qualité. Beijing Urban Construction Group, une société de renom pour construire l'hôpital de référence de Bobo. SEMA de Diebougou, tant que les travaux d'extension ne seront pas achevés, 3 points de suspension. Ainsi titre le journal L'Express du Faso. Réhabilitation environnementale des sites miniers, la Cour des comptes appelle au respect des textes. Et pour achever, avec l'Express du Faso, dossier Thomas Sankara, propos d'Antoine Dao, ça peut ajouter un grain au moulin de la réconciliation. Voilà. Abzeta, on achève l'actualité avec ce qui concerne, on va dire, l'actualité hors de nos frontières.
Alors déjà au Mali, on apprend que les auteurs des faits de torture, dont les images ont circulé sur la toile, donc sur les réseaux sociaux, ont été interpellés. Et c'est selon justement le chef d'état-major général des armées du Mali. En Guinée, 42 hauts gradés mis à la retraite et 25 nommés en Conseil des ministres. En Côte d'Ivoire, on apprend qu'un gendarme et un agent des eaux et forêts ont perdu la vie au cours d'une attaque dans l'ouest du pays. Au Nigeria, la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA, ébranle le fédéralisme dans le pays. Au Maroc, le gouvernement lui a obtenu la confiance des députés, donc du Parlement. Au Kenya, l'athlète Agnès Tirop, retrouvée morte à domicile. Elle a été poignardée, elle avait 25 ans. En Algérie, on apprend que le frère cadet de l'ex-président Bouteflika a été condamné à 2 ans de prison. Au Ghana, les fonctionnaires sont sommés de se faire établir la nouvelle carte d'identité biométrique sous peine d'être privés de leur salaire. Relation Togo-Afrique du Sud, ou plutôt on dira candidature pour ce qui est de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, retrait de la candidature de l'Afrique du Sud au profit du Togo. Et pour achever au Cap-Vert, on apprend que l'élection présidentielle est prévue pour le 17 novembre prochain. D'accord. Voilà. Merci bien Rachid. Retour sur quelques sujets d'actualité et puis on revient au Burkina Faso. Hier s'est tenu le traditionnel Conseil des ministres. Est-ce qu'on peut revenir sur les grands points en termes de décision de ce Conseil des ministres? Bien entendu, Abzeta, et très rapidement, plusieurs décisions ont été, on va dire, prises au cours de ce Conseil. Et les décisions majeures, on citera par là, déjà, le nouveau commissaire qui a été justement désigné en remplacement au Saounaba. Le nouveau commissaire, c'est la personne de Eli Justin Ouedraogo. Voilà, le chef de Goursi, un des journaux que nous avons parcouru, l'a titré. Voilà, celui qui remplace le Saounaba qui a été appelé à de nouvelles fonctions. Okay. C'était, on va dire, l'une des premières décisions majeures. Autre décision, c'est la naturalisation de 51 personnes, voilà, qui ont bénéficié de la nationalité burkinabé, conformément, on va dire, aux lois en vigueur. Et autre sujet, autre décision, le Conseil des ministres a fait le point concernant l'organisation des concours de la fonction publique pour ce qui est de la session de 2020. Et pour les concours professionnels, l'État a pu justement, ou du moins le gouvernement a indiqué que 2832 postes ont été pourvus pour un total de 3395 postes à pourvoir. Et l'innovation majeure pour la session de 2020 concernant les concours professionnels, c'est la composition en ligne pour 87 concours professionnels. Pour ce qui est des concours directs, ce sont 4444 postes qui ont été pourvus sur 4721 postes à pourvoir. Et on précise qu'un recrutement sur mesure nouvelle au titre de l'année 2021 est en cours. Alors, autre décision, et pour permettre aux populations d'accéder, on va dire, au service postal universel, le gouvernement a concédé pour sa mise en œuvre à la poste du Burkina Faso, qui est l'ex-société nationale des postes, pour parler de la Sonapost. Et cette concession avait été accordée pour une durée, on va dire, de 10 ans. Voilà, qui arrive à échéance et donc dont le renouvellement est nécessaire. Autre décision, le gouvernement a décidé du retrait du permis d'exploitation minière industrielle de la mine d'or de la société des mines de Belagourou. Je citerai SMB SA, voilà, à Inata, précisément dans le Soum. Et le retrait, on va préciser, fait suite à l'incapacité technique et financière de la société à honorer ses engagements. Le gouvernement, à côté de cela, a décidé également de la contractualisation avec des promoteurs privés dans le cadre de la mise en œuvre du projet backup solaire à grande échelle, à large échelle, au profit des ménages, des PME et PMI et des localités rurales du Burkina Faso. Il y a également la fixation, on va dire, de la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale pour ce qui est des exportations. Et on précise qu'en matière d'importation, le nouveau décret prend en compte 4 nouveaux produits, notamment le riz, le ciment, les jus de fruits et les équipements, on va dire, solaires. Et pour ce qui est de l'exportation, c'est le riz, la graine de coton,
le coton graine et les semences végétales. Le Conseil a marqué pour achever son accord pour la transmission du projet de loi qui porte sur la promotion immobilière à l'Assemblée nationale pour son adoption. Voilà. Donc, de façon ramassée, succinct et résumée, voilà ce qui a été comme décision majeure, on va dire, pour ce qui est du Conseil des ministres. Si une observation doit être portée, très rapidement, je m'arrêterai pour ce qui est de la désignation du nouveau commissaire au niveau de la CENI. Je pense que c'est une bonne nouvelle quand on sait que le calendrier électoral au niveau de la CENI est déjà fixé. La CENI est pratiquement même, on va dire, sur le terrain pour préparer les élections municipales de 2022. Et là-dessus, je pense que avec cette nouvelle nomination, cela va apporter du sang neuf et surtout faciliter le travail sur le plan fonctionnement de la CENI pour que les élections se mènent à bonne date et on espère dans les conditions qu'il faut. Autre décision également qui pourra, on va dire, susciter, c'est sûr, des spéculations, c'est la transmission de la loi portant promotion immobilière. C'est sûr que ça va faire jaser à la fois du côté des promoteurs immobiliers, peut-être même au niveau de la population. Quoi que l'on dise, je pense que ce qui est important, c'est d'attendre de voir ce qu'il en sera pour des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que si véritablement nos députés, nos élus nationaux au niveau de l'Assemblée sont véritablement, prennent le pouls de la réalité en matière foncière, en matière de promotion immobilière, ils doivent justement prendre la décision qu'il faut par rapport à l'adoption de cette loi-là. On attendra justement de voir. Et je pense que c'est après cette étape-là que les spéculations auront leur sens. Voilà. Donc ce sont les décisions que j'estime en tout cas à même et qui font l'actualité, qui pourraient susciter un commentaire vu que le temps qui m'est accordé est limite. Voilà. D'accord, Rachid, dans ce cas on va évoluer. Et là on passe au deuxième sujet. 13 personnes mises aux arrêts. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a un FDS parmi ces 13 personnes. C'est dommage, oui, c'est assez dommage de constater et d'apprendre que parmi des personnes qui ont été interpellées par la police nationale, il figure pratiquement un des éléments des forces de défense et de sécurité, donc des FDS. Donc tu ne citeras pas le corps. Okay. Tout à fait. Alors Rachid, c'est étonnant, c'est vrai, mais on a vu ces cas aussi dans le passé. Hein. C'est un peu récurrent ces temps-ci. Tout à fait. Ça prend de l'ampleur, comme tu dis. Oui. Peut-être juste avant de revenir pour mon commentaire, revenir un peu sur ce qu'a livré comme détail, comme information, la police nationale qui a rencontré les hommes et les femmes de médias. Okay. Alors, il ressort que c'est 5 réseaux de délinquants qui sont spécialisés dans les vols à l'arraché, le trafic de stupéfiants, les agressions à main armée et les cambriolages qui ont été justement pris dans les filets. Et comme tu l'as dit, parmi justement ces personnes-là, un élément des forces de défense et de sécurité y figure. L'interpellation de ces personnes a également permis de mettre la main, donc de saisir un certain nombre de matériel, du matériel divers, électroménager, des engins, des téléphones portables, du matériel informatique, pour ne citer que cela. Et à côté de cela, pour être plus précis, il y a également de la drogue. Voilà, parce qu'on a cité également le fait que dans ce réseau, il y a aussi le trafic de drogue. Alors, ce qu'il faut noter comme commentaire par rapport à cela, et qui est malheureusement déplorable, c'est le fait que, et tu l'as dit, que l'on constate une énième fois que malheureusement, il y a des brebis galeuses pour ce qui est des personnes qui doivent justement assurer notre sécurité. Des personnes à qui on a confié un engagement et un honneur de veiller sur la tranquillité de la population et qui malheureusement passent outrepassent les règles en la matière. Ça pose un certain nombre de questions. Pourquoi un élément des forces de défense et de sécurité s'adonnerait à de telles pratiques? Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? C'est vraiment beaucoup de questions. Voilà. Et là-dessus,
vu que le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur, je pense que ça doit interpeller la hiérarchie pour parler de la sécurité de façon générale. Voilà, ça doit interpeller en tout cas les responsables de la hiérarchie au niveau de la sécurité de façon générale, pour que l'on mesure, que l'on comprenne véritablement qu'est-ce qui fait que nous nous trouvons dans cette situation. Quand on sait que nous sommes dans un contexte sécuritaire délétère et que malheureusement, au moment où on a besoin de force pour aider, c'est plutôt une sorte de démobilisation. Et là, c'est pas intéressant. Autre question, je me demande aussi si véritablement, avec cette situation, ce n'est pas une interpellation pour nous dire que quelque part il y a un malaise au sein justement de nos forces de défense et de sécurité de façon générale. Et s'il y a malaise, c'est quoi ce malaise-là? Voilà, je m'interroge. Est-ce qu'on peut faire des liens? Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas, je suis d'accord. Mais comme je l'ai dit, on se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui pourrait amener justement de plus en plus ces éléments des forces de défense et de sécurité à se donner à de telles pratiques? Voilà, c'est quand même déplorable. Voilà. Et comme je dis, c'est surtout la hiérarchie qui est interpellée afin que ce problème-là soit élucidé. Et on espère que la note, en tout cas, a été prise. D'accord. Alors Rachid, avant de nous quitter, on va revenir sur l'évolution dans l'affaire affrontement militaire et civil à Pau. Tout à fait. Je ne ferai pas, on va dire, un commentaire large, juste revenir sur la suite, on va dire, des initiatives qui sont entreprises à la fois au niveau étatique, mais au niveau de la hiérarchie militaire. On sait que à la suite de l'affrontement entre militaires et civils du côté de Pau, dans le Naouri, région du centre-sud, déjà le chef d'état-major général des armées a réagi. Celui également de terre a effectué, on va dire, un déplacement au niveau de Pau pour échanger avec les populations, mais également, on va dire, les militaires. Et il n'a pas manqué, voilà. Je veux parler du colonel-major Gilbert Bationo, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui n'a pas manqué justement de présenter ses excuses, voilà, aux populations de Pau. Comme je l'ai dit, je ne vais pas faire de commentaires véritablement larges. Ce sont des initiatives véritablement qui doivent contribuer, on va dire, à apaiser les tensions. Voilà, c'est déjà bien. Le gouvernement, hier, à travers le Conseil des ministres, on va dire, à travers le porte-parole du gouvernement, a également réagi, a trouvé déplorable cette situation et aller dans le sens, en tout cas, de ce qu'elle encourage comme initiative au niveau de la hiérarchie militaire, qui est d'approcher, on va dire, les populations, d'approcher également les militaires pour à la fois comprendre, on va dire, le sujet et surtout présenter leurs excuses. Je pense que ce n'est pas mal. Voilà. Là-dessus, on espère que ce sont des initiatives qui véritablement vont aider à apaiser la tension au niveau des populations dans cette localité-là. Et on espère que, une fois que, aussi, parce que c'est ce qui a été promis, une fois que les décisions relatives, on va dire, en termes de sanctions, auraient été prises pour cet acte-là, je pense que cela devra justement permettre aux uns et aux autres d'être situés et puis surtout de partir sur de nouvelles bases. Et on espère véritablement que ces décisions-là ne vont pas tarder pour mettre fin à ce triste événement. D'accord. Alors Rachid, et puis on sait que bien sûr, avec peut-être les sanctions, ça va, parce que la population a réclamé les sanctions. C'est ce que j'ai dit. J'espère véritablement que les sanctions, sans te couper, les sanctions ne vont pas tarder et que ça va permettre de clôturer ce triste événement-là. Oui, voilà. Dommage. Merci bien. Merci Abzeta et belle ces analyses et puis voilà pour cette revue. Nous poursuivons avec cette émission. C'est sûr que vous attendez notre invité du jour, comme annoncé, qui est Elda Imwende Kwama. Elle est en route, on va le dire, parce qu'elle a eu une panne, mais elle est en route pour l'émission Bonjour le Faso. En attendant, nous allons marquer une petite pause musicale et partir pour la rubrique Terre à Terre, le temps de la retrouver. Donc on y va pour Mon Bonheur avec Mama Rovan.
Nous poursuivons avec cette émission et en attendant l'arrivée de notre invité du jour, nous poursuivons avec la rubrique Terre à Terre. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Traoré Mamadou qui nous vient de Koubri et qui a inventé un dispositif semi-automatique de torréfaction des graines. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. C'est dans la rubrique Terre à Terre. Terre à Terre, c'est la rubrique des innovateurs, c'est la rubrique des inventeurs, c'est la rubrique dans laquelle nous présentons des inventions made in Burkina. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Traoré Mamadou, comme je vous l'annonçais. Bonjour, M. Traoré, et bienvenue. Et bonjour, Madame. Nikema. Madame Nikema. Merci bien. Alors, M. Traoré nous vient de Koubri, du moins si vous avez inventé un dispositif semi-automatique de torréfaction des graines. En termes simples, c'est une machine qui peut servir à griller des graines comme des arachides et bien d'autres. Nous allons connaître ça encore tout à l'heure. Alors, mais pour commencer, M. Traoré, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'innovation, dans l'invention? Bon. Pourquoi vous êtes parti, vous avez commencé à inventer? Ok. Merci d'abord à vous de m'avoir reçu sur ce plateau. Ok. La chose qui m'a motivé à inventer ce dispositif semi-automatique, voilà que bon, il y a des machines à torréfier les grains, mais c'est de améliorer encore ces machines-là. Pour vraiment rendre le travail plus facile et la productivité aussi encore plus grande. Maintenant, est-ce qu'avant vous avez inventé d'autres choses ou bien cette machine est votre première invention? C'est la première fois? Bon, c'est ma première fois d'inventer cette machine-là. Ouais. D'accord. Vous avez eu à inventer d'autres machines ou d'autres appareils? Bon, si je dis d'autres appareils, bon, c'est depuis lors, quand je faisais la soudure un peu, j'ai eu à inventer, à créer, bon, je ne sais pas si je vais dire inventer, sinon un barbecue. D'accord. Voilà, c'est qu'on grille les viandes. Voilà. Vous êtes dans la soudure, donc vous avez l'habitude un peu de créer ou de fabriquer des choses comme ça. Et là, vous décidez de mettre en place cette machine, ce dispositif semi-automatique de torréfaction des graines. C'est quoi? Comment vous pouvez nous définir votre invention ou nous expliquer? C'est quoi cette machine? La machine que j'ai inventée, c'est un torréfacteur, comme on venait de dire tout de suite, un torréfacteur semi-automatique pour torréfier les grains. Ok. Voilà. Quand vous parlez de graines, c'est de quelles graines? Toutes sortes de grains, comme on venait de dire tout de suite, arachides, noix de karité, même les maïs, petit mil, soja, en tout cas les grains qu'il faut en tout cas passer par le feu, en tout cas le griller à un certain degré pour en tout cas aller écraser comme farine, voilà, faire ton produit, ton transformation en tout cas. Donc c'est pour un peu griller ces graines-là. Et puis on va peut-être avec la complicité de la réalisation voir les petites vidéos où madame est en train de justement griller ces arachides, ou je crois que ce sont des arachides. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut voir les vidéos, parce qu'il y a des images, mais aussi il y a des vidéos. Vous pouvez regarder avec nous, Monsieur Traoré. Ça, c'est votre invention. Effectivement. Ouais, c'est ça. Peut-être avec, voilà, ça c'est une vidéo. Alors, Monsieur Traoré, on voit déjà une bouteille de gaz déposée. Est-ce que c'est pour dire que ça marche à l'aide du gaz? Ou bien on peut utiliser quoi d'autre? Oui, ça marche avec du gaz. C'est la source de la chaleur, ça. Le gaz, c'est la source de chaleur. Maintenant, le courant, ça marche avec le courant, mais c'est le courant qui le fait tourner pour, en tout cas, mélanger les grains à torréfier à l'intérieur des marmites, là. Voilà. Donc, ça veut dire que ça marche avec le gaz et avec l'électricité en même temps? Oui. Ok. Ouais.
D'accord. Maintenant, dites-nous si on doit utiliser cette machine, comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Où est-ce qu'on met les graines? On branche comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Oui, bien sûr. Si le dispositif est là déjà, vous allez en tout cas mettre le feu dans le foyer d'abord. Et tout de suite, vous prenez les grains, vous mettez dans le marmite. Le marmite cylindré. Et en même temps, la troisième position, vous mettez... Voilà, elle est en train de mettre les graines au niveau de la marmite. Voilà, si le grain a été déjà mis dans les marmites et à l'aide d'un contact fixé sur le cadre sur le châssis de la machine là, il y a un contact qui est fixé là, on met le moteur. D'accord. Et le moteur, grâce à ça, ça tourne maintenant l'axe qui a traversé le cylindre, le marmite. Ok. Voilà. Par exemple, Par exemple, pour cette invention, qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec? C'est pour griller les graines, c'est vrai. C'est pour faire quoi? Des arachides grillés? C'est pour faire... Qu'est-ce que les femmes font avec cet appareil? Oui, c'est ce que je venais de dire. L'appareil est là pour aider nos mamans, nos sœurs à griller les céréales, voilà, comme on a cité quelques-uns, arachides, noix de karité, maïs, voilà. Donc c'est pour vraiment aider les femmes à s'en sortir à ces grillages de ces grains là. D'accord. Et ça, est-ce que c'est avec votre machine qu'on a fait? C'est quoi? Bien sûr. Ces arachides? C'est cette machine qui a grillé ces arachides-là. Ok. Voilà. C'est cette machine qui a grillé ces arachides-là. Quels sont les avantages de votre dispositif semi-automatique de torréfaction de graines? L'avantage de notre dispositif de torréfaction de grains, tout d'abord, il est facile à manipuler et la productivité aussi est grande et en qualité. Et ensuite, une personne peut travailler avec. On n'a pas besoin de deux personnes. Attrape ça, moi je vais attraper l'autre côté et puis on va se lever, on va mouvementer, non. Et encore grand avantage qui est là, c'est de réduire, ça réduit beaucoup vraiment l'usage de l'énergie humaine. Encore, il y a un autre avantage, encore, ce qui est de contribuer en tout cas à, comment je vais dire, la déforestation. Voilà. Couper les bois, utiliser les charbons, vraiment ça va vraiment jouer sur notre environnement. Donc avec ce dispositif, on n'a pas besoin de gâter on a besoin de gaz et puis d'électricité. Voilà, on n'a pas besoin de gâter notre environnement avec. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix de ce dispositif? Ça coûte combien? Bon. Est-ce que vous l'avez déjà vendu d'ailleurs? Non. Pas encore. Pas encore, mais il y a beaucoup d'expressions de demande, de besoins plutôt. Mais le prix aussi fait problème, cause problème, parce que le matériel aussi pour le trouver et puis faire de nos jours, c'est pas facile. C'est ça qui fait que le prix aussi, que dans les différentes négociations, ça devient un peu dur. D'accord, ça devient dur. Mais le prix, mais c'est combien? Vous qui avez fabriqué, à combien vous l'estimez? Voilà, le prix c'est à 2 millions. On peut estimer à 2 millions. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, les Burkinabés jugent que c'est cher, donc les gens n'achètent pas. Ah oui, c'est cher quand même. Un peu dit c'est cher. Ça, c'est dû à le coût du matériel là. Voilà. D'accord, le matériel utilisé est cher, donc vous êtes obligé de vendre cher. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre politique pour vulgariser, pour faire connaître ce dispositif aussi?
Pour faire connaître ces dispositifs, et tout d'abord, il faut qu'on va participer dans les différentes expositions. Et le FAIRCIT qui arrive. Hein. Voilà, exemple, voilà, merci. Et puis, bon, les acteurs de la domaine comment il veut dire, de l'invention, voilà, excusez-moi. Bon, oui, on comprend, ne vous en faites pas, M. Traoré. Donc, vous approchez les acteurs de l'invention, de l'innovation, voilà. Donc, en tout cas... Pour faire connaître votre invention, bien sûr. Est-ce que pour la fabrication de ce dispositif ou encore dans la chaîne donc, de vulgarisation, vous rencontrez des difficultés, des problèmes? Pardon, vous rencontrez des problèmes dans la fabrication de cet appareil? Est-ce que vous rencontrez des difficultés financières même pour fabriquer cet appareil? Oui. Tout d'abord, bon, moi je ne dispose pas même d'atelier. L'idée est là que je suis allé en tout cas demander le service de notre atelier et voilà que ça a des coûts élevés. Ça veut dire que c'est cette machine seulement d'abord que vous avez mis au point, c'est une seule machine. Voilà. Qui est utilisée à la maison. À la maison, c'est cette prototype qui est utilisée à la maison. Voilà. Et ces difficultés que je viens de citer, et voilà que problème de l'atelier et que bon voilà avec le coût élevé, les matériels ne sont pas disponibles sur place, donc bon. C'est dur. C'est dur. D'accord. Aujourd'hui, vous souhaitez qu'on vous accompagne pour que vous puissiez fabriquer encore d'autres? Oui. Notre en tout cas souhait, c'est de trouver des soutiens en tout cas auprès des des premiers responsables pour vraiment produire beaucoup et à un coût abordable aussi à nos clients. D'accord. Merci bien. Merci. Merci à vous. Et puis voilà, on va vous souhaiter encore beaucoup de courage et puis bonne inspiration pour les autres créations. Merci. Maintenant, on va vous permettre de laisser un numéro. Peut-être des gens pourront vouloir vous accompagner pour fabriquer encore d'autres dispositifs. Ok. Merci. Le numéro, on peut prendre le 64. D'accord. Et le 18, et 99 et 44. Et encore un autre numéro 70 et le 59 01 et 97. Et il y a le 76 26 57 53. Bien sûr. Il y a le 76 26 57 et 53. D'accord. Merci à vous d'être passé et bon retour à Koubri. Merci madame, c'est moi, je vous remercie. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions monsieur Traoré Mamadou. Il vient de Koubri et il a inventé un dispositif semi-automatique de torréfaction des graines. C'est une machine ou un appareil qui sert justement à griller des graines comme des arachides et bien d'autres. Et nous allons accompagner notre invité avec ceci. Nous recevons aujourd'hui pour vous celle-là qui a fait un peu parler d'elle sur les réseaux sociaux et bien sûr au niveau de la presse après ce sommet ou pendant ce sommet Afrique-France à Montpellier. Il s'agit de Rani Mwende Elda Kwama. Rappelons qu'elle est coach et formatrice en art oratoire. Elle est directrice de Improview et c'est la deuxième fois que nous la recevons sur ce plateau, du moins à travers cette émission. Alors, il faut rappeler qu'elle fait partie des Burkinabés et des Africains qui ont participé au sommet Afrique-France 2021 à Montpellier en France. C'était vendredi dernier. Bonjour Elda et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir à cette émission. Merci d'être là. Alors, vous étiez attendu pour 8 heures, donc malheureusement une panne, et puis voilà, vous arrivez. C'est l'essentiel, vous êtes là. Et je m'excuse vraiment pour tous les téléspectateurs qui ont attendu, et je pense que maintenant on peut échanger. On peut échanger. Alors, dites-nous, depuis que vous êtes revenu de Montpellier, comment les Burkinabés vous regardent ? Merci pour cette question. Elle est assez intéressante parce que les Burkinabés ont plusieurs façons de me voir. Par rapport déjà à cet événement, par rapport aussi à mon intervention. J'ai reçu depuis Montpellier des félicitations, des encouragements. J'ai aussi vu
une catégorie de personnes qui manifestaient leur mécontentement, le fait qu'ils ne soient pas d'accord même qu'il y ait un sommet, le fait qu'il y ait amalgame entre est-ce qu'il y a représentation du Burkina Faso ou pas, l'absence des chefs d'État. Donc je pense que chacun a son point de vue et c'est un peu confus. C'est un peu confus. Mais voilà, c'est ce que je peux dire par rapport au sentiment qui m'est reversé par les Burkinabés. Alors, on sait que même avant votre départ, de nombreux leaders d'opinion ont parlé, donc ont présenté du moins votre voyage comme le voyage de la traîtrise. Alors, pourquoi vous n'avez pas quand même réagi après un peu tous ces dires? Merci. En réalité, moi, j'ai reçu l'information alors que j'étais déjà à Paris, parce que nous ne sommes pas partis tous en même temps. J'aimerais juste rappeler que dans cette délégation du Burkina qui s'en allait au sommet, nous avions 3 catégories. Nous avions la société civile, nous avions les scientifiques et nous avions aussi les entrepreneurs. Le sommet ne s'est pas résumé à un débat. Il y a eu des ateliers, il y a eu des réflexions scientifiques. Il y a eu même des chercheurs qui ont partagé ce qu'ils ont trouvé pour pouvoir enrichir tout le monde. Donc, en fonction de ce que nous avions à faire, certains sont partis le 2 octobre, d'autres un peu plus tard. Donc, moi, je reçois l'information de la sortie publique du CNJ notamment pour dénoncer la non-reconnaissance de l'équipe qui est partie. Je ne suis traître d'aucun parti, d'aucun mouvement, d'aucun groupe. On a sollicité mon point de vue sur une question actuelle. Je suis citoyenne burkinabé, je respecte les lois et j'ai mon point de vue parce que je subis autant que les autres les décisions qui se font entre les États. Donc je suis allée en tout état de cause, en conscience, avec la conscience que j'avais un mot à dire. Si les gens ne le reconnaissent pas, je ne les en veux pas. Mais je reste sur la position que je devais aller partager mon point de vue. Alors, vous faites de parler du Conseil national de la jeunesse parce qu'à travers les dires de son président, c'est comme si on est venu pêcher un peu des jeunes au Burkina Faso sans que la fêtière qui représente quand même la jeunesse burkinabé ne soit pas informée, ne soit pas associée. Voilà pourquoi peut-être le Conseil national de la jeunesse se réserve un peu parce que le président a d'ailleurs dit que il ne se reconnaissait pas en fait des décisions qui seront prises ou des conclusions de ce sommet. Je peux bien comprendre sa réaction, c'est bien le Conseil national de la jeunesse, mais j'aimerais bien rappeler qu'il y a aussi d'autres regroupements de jeunes qui reconnaissent tout à fait l'existence du CNJ, mais qui aussi, dans leurs objectifs, contribuent à l'amélioration des conditions de vie au niveau national. J'avance pour dire que l'organisation de ce sommet était à la charge de différentes ambassades de France au Burkina Faso. Personnellement, je l'ai précisé déjà dans quelques médias de la place, j'ai été convoquée quelques mois avant même que le sommet ne prenne place. J'ai retrouvé 6 autres personnes avec lesquelles nous avons confronté d'abord, chacun défendant le point qui le dérangeait le plus dans cette relation. Passé cette première étape, nous avons été convoqués quelques semaines plus tard pour un deuxième exercice. Et je me suis rendu compte plutôt qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas été retenues pour cette deuxième phase. Nous avons continué et c'est comme ça que des profils ont été envoyés et on a choisi une personne pour participer au débat. Je précise que sur toute l'Afrique, il a été décidé qu'on va prendre 11 jeunes. Et je pense que l'organisation du sommet a peut-être jugé bon d'avoir des jeunes de différentes nationalités. Mais comme je le dis toujours, je suis une jeune burkinabé qui a participé. En aucun cas, je n'ai cité par ma propre personne avoir représenté le Burkina Faso et ses instances étatiques. J'ai juste donné. Vous n'êtes pas le porte-parole du Burkina. Je n'ai pas reçu de mandat de mes autorités du pays. Je n'ai pas reçu de mandat du CNJ qui se plaint. Mais je sais que je suis burkinabé et j'ai le mot à dire. Je vais le partager tant qu'on sollicite mon point de vue. Elsa, vous faites bien de parler de votre sélection. À la base, avant même tout ça, avant que vous rencontriez des personnes pour discuter ou présenter vos idées, comment vous avez été contacté?
Alors, j'ai été contactée par un agent de l'ambassade de France qui m'a donc dit qu'il y avait un exercice de réflexion sur les relations entre les pays d'Afrique, notamment le Burkina Faso et la France. Est-ce que j'aurais quelque chose à dire? J'ai dit tout à fait, parce que moi, je constate en fait, surtout au niveau entrepreneurial, des choses qui se passent et je ne trouve pas intéressant. Nous savons que les pays peuvent s'enrichir de part et d'autre quand les entrepreneurs réalisent des choses, mais il y avait en fait, pour moi, c'était vraiment ce côté entrepreneurial qui me dérangeait. J'ai dit, si c'est une conversation, allons-y. Donc, après la conversation, on nous explique en effet que cette conversation-là peut nous amener d'une manière ou d'une autre à participer à un sommet. Mais il n'y avait rien de sûr. Je dis, tant qu'on discute, qu'on s'enrichit, pas de souci, allons-y. Deuxième encore, sélection, je viens, on échange. Il n'était même pas assuré que nous 5, parce que deuxième sélection, nous étions 5, il n'était pas assuré que nous allons participer. Après, on me rappelle, quelques semaines juste avant le sommet, pour dire que mon profil a été envoyé et qu'il se peut que je puisse participer parmi ces jeunes-là qui vont échanger avec le président Emmanuel Macron. Bon, comme je le dis, il y avait plusieurs profils. Je ne sais pas quels sont tous les profils qui ont été envoyés, mais une chose est sûre, à la dernière phase, c'était ma personne qui a été retenue. On vous a pas dit pourquoi? Sur quels critères on vous a choisi? C'est une très bonne question. Ce n'est pas la première fois que je représente le Burkina Faso dans des échanges. Ceux qui me connaissent et connaissent en fait mon parcours, depuis 2013, je suis engagée dans des débats oratoires, dans des conférences internationales et même qu'une fois, 2015-2016, je suis allée sous la coupe de l'ambassade des États-Unis à Rome pour représenter le Burkina Faso dans des débats. Mais je ne suis pas une personne qui fait un peu de la publicité sur ce que je fais à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais ceux qui connaissent mon parcours le savent. Donc, dès que j'ai des convictions et que je sais que pertinemment mon point de vue peut aider à éclairer un peu les uns et les autres, j'y vais avec ma propre responsabilité, mais je n'engage personne. Ceux qui veulent suivre et croire, tant mieux. Ceux qui ne se reconnaissent pas, tant mieux. À la base, comment vous avez préparé en fait votre intervention? Est-ce que l'ambassade de France, par exemple, ou les organisateurs de ce sommet ont demandé à voir votre intervention, votre allocution, ou bien comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a vu corriger peut-être Non, pas du tout. Nous avons, quand nous sommes arrivés à Paris, parce que nous avons travaillé d'abord à Paris avant de nous retrouver à Montpellier le 8 octobre, nous nous sommes rencontrés entre jeunes venant de différents pays. Nous avons ensemble travaillé pendant 4 jours, chacun expliquant les différents points qui le tiennent à cœur. Et on a essayé donc de travailler ensemble pour enlever les parties qui sont dites failles, renforcer en fait notre stratégie et donc répartir les rôles pour qu'on n'ait pas une sorte en fait de confusion, de personnes qui parlent en même temps ou qu'on a l'impression d'avoir des redondances. Nous sommes organisés entre nous 11 jeunes et le 8 à Montpellier. Chaque personne avait la liberté de bien définir, d'utiliser tout ce qu'il a en tout cas. Et de rajouter du piment. Oui, c'est ça. Alors, le député français Sébastien Nadeau a aussi parlé de théâtre. Et puis on parlait tout à l'heure, la jeunesse sankariste, notamment au Burkina Faso, donc a parlé de folklore. Et vous-même, vous avez dit que vous n'étiez pas des décideurs. Vous pouvez proposer, mais ce n'est pas vous qui décidez. On se demande à quoi sert alors ce sommet? Ce sommet était une occasion de conversation. Quand vous êtes en conflit avec une personne, dans vos relations interpersonnelles, quand vous avez l'occasion de lui dire ce que vous pensez, je pense qu'il ne faut pas se rétracter et rester de son côté en disant non, je ne pense même pas que la personne va m'écouter. Au moins, il faut le dire. Après, je ne m'attends pas seulement à ce que la personne le fasse le lendemain. Moi, j'irai faire de mon côté ce qu'il y a à faire, mais au moins je lui ai passé des informations. C'est comme ça que je le vois. Nous avons dit à Emmanuel Macron ce que nous pensons. Et c'est tout ce que nous pouvons faire en tant que société civile. S'il a besoin d'avoir des décisions avec les pays d'Afrique, qu'il convoque les chefs d'État.
Il a voulu une conversation, nous avons conversé, nous avons dit notre vérité. Après, chacun rentre chez lui et continue à travailler de son côté. Je ne compte pas à 100% sur Emmanuel Macron, je l'ai dit. Avant d'aller là-bas, je travaillais, j'étais impliquée, je suis revenue, j'ai continué et je vais continuer à faire de telle sorte que le développement soit endogène. Est-ce que quelque part, le président Macron et la France ne vous ont pas utilisé un peu pour donner une belle image de la France qui discute, la France qui échange et justement la France qui est ouverte à toutes les critiques, on va dire quoi, au lendemain ou une année avant les élections? On ne peut pas vous utiliser si vous ne le permettez pas. Je pense qu'on ne m'a pas utilisé parce que on m'a proposé d'y aller, j'ai évalué les enjeux et j'ai décidé d'y aller. Après, autour d'un événement, chacun va essayer de tirer la couverture de son côté. Là, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de stratégie derrière. La France a sa stratégie. Mais nous aussi, en participant, on devait adopter notre stratégie. Comme on aime le dire chez nous, même quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer aussi. Alors, peut-être qu'à la veille des élections, Emmanuel Macron a besoin de comment on va dire, encore de points positifs. Il faut montrer au monde entier que la France, elle sourit à tout le monde. Elle est prête même à discuter avec des jeunes Africains, pas forcément les leaders ou les chefs d'État, je veux dire. Est-ce que vous n'avez pas vu quelque part que le président a joué un jeu avec les jeunes Africains? Très sincèrement, je ne m'intéresse pas à ce que Emmanuel Macron fait. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, j'ai saisi une plateforme pour passer un message d'abord aux Africains. En disant, est-ce que vous vous rendez compte que nous avons le meilleur en nous? Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons des têtes bien faites et des investisseurs ici? Tant que nous-mêmes, nous avons un regard dédaignant par rapport à notre continent, comment voulez-vous que les autres aient un peu de respect pour nous? Moi, j'ai saisi une plateforme parce que je peux vous assurer qu'il y avait des milliers de personnes, d'Africains et même de non-Africains qui suivaient avec attention ce nouveau sommet-là. J'ai dit quand un événement arrive que chacun tire la couverture de son côté. Si Emmanuel Macron a tiré la couverture de son côté, ça reste tout à fait ses affaires. Moi, j'ai saisi l'occasion de passer un message aux Africains. J'espère qu'ils l'ont reçu. Et quelques jours après le sommet, vous êtes de retour avec les reculs. Est-ce que vous êtes satisfait de votre participation à ce sommet de Montpellier? Ça dépend de comment est-ce qu'on définit la satisfaction. Je pense que j'ai eu l'opportunité de partager un message, d'exposer en fait ce que je pense profondément de cette relation. Après, si la satisfaction doit aller sur le principe des décisions ou des changements, écoutez, on a conversé. Tant qu'il n'y a pas d'action, tant qu'il n'y a pas de changement réel sur le terrain, je ne peux pas dire que je suis satisfaite. Mais si c'est en termes de conversation, effectivement, on a conversé. Partiellement satisfaite alors? Ah, ou à moi, je dirais juste que j'ai fait mon travail. Alors, Elda, est-ce que vous êtes sûre aujourd'hui que le monde a compris votre message ou les Africains ont compris votre message? C'est quoi d'ailleurs ce message? Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Le message, c'est que le meilleur est en nous, quelle que soit notre origine. Si aujourd'hui on tend souvent aveuglement la main, si souvent certains responsables même d'entreprises florissantes vont dans des B2B et dire je demande de l'aide alors que son face à face a même besoin de lui son aide, c'est peut-être qu'à un certain niveau on n'a pas encore compris qu'on a du potentiel. Et c'est ce que je voulais dire et je l'ai encore insisté avec l'appui de certaines figures qui sont beaucoup appréciées comme Thomas Sankara, pour lequel j'ai un profond respect, comme Feu Joseph Kizerbo. Je n'ai pas hésité à faire appel à nous aussi, nos intellectuels, qui ont écrit et qui ont essayé de nous sensibiliser. Mais jusqu'aujourd'hui, une certaine grande partie de l'Afrique n'a pas encore pris conscience de cela. Donc ça, c'était mon message. Maintenant, est-ce qu'ils l'ont compris? Certains, oui. D'autres avaient déjà leur compréhension avant même d'écouter ce que j'ai à dire. Donc, je ne peux pas obliger quelqu'un à comprendre à 100%. Je suis en partie responsable de ce que les gens comprennent, mais je ne suis pas à
100% responsable de ce qu'ils comprennent. Je suis responsable à 100% de ce que j'ai dit. Alors, on sait que vous avez demandé le changement du nom de l'AFD, l'Agence française de développement. Est-ce que le changement de nom signifie changement de politique et système d'exploitation? Déjà, vous avez coupé une partie de ce que j'ai dit. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit dans mon discours, j'ai dit commencez par changer le nom, changer le fond, changer l'approche. Je l'ai bien dit, on a besoin de partenariat. En fait, on ne peut pas couper une phrase et vouloir lui donner un sens hors de son contexte. Première étape, vous savez ce qu'on entend, ça impacte notre manière de voir les choses. Les mots comptent. Mais au-delà des mots, entrez en profondeur et changez la manière dont vous le faites. Donc, c'est une étape que je propose. S'ils ne le font pas, ce n'est pas grave. Nous allons changer notre façon de collaborer à partir d'ici, à partir du Burkina, à partir de nos pays en Afrique. Et comment vous voyez les choses après ce changement de nom, puisque vous dites d'étendre jusqu'au changement de la collaboration ou du partenariat? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Comment vous voyez ce changement de l'aide apportée aux Africains? Je crois que en le faisant, déjà on résout deux problèmes. On dit à celui qui a la main tendue tout le temps, c'est fini. Rends-toi compte que tu peux le faire. Trouve les moyens par toi-même. Peut-être commence à compter sur tes frères et sœurs autour de toi, au lieu de regarder à quelqu'un d'autre toujours, compter sur lui pour juste même respirer. Deuxième problème qu'on résout, c'est de dire à celui qui donne qu'il n'est pas tout puissant. On peut bien faire les choses sans lui. Donc qu'il revoie un peu la valorisation qu'il donne à son vis-à-vis. Nous sommes en collaboration. On peut accepter de collaborer avec une personne comme on peut refuser. Mais quand on est tout le temps en situation de « c'est moi qui donne », on a l'impression qu'on est tout puissant et qu'on est indispensable. Voici en fait peut-être ce que ça peut déjà résoudre comme problème. Aujourd'hui, on a des jeunes Africains qui demandent même, qui vont jusqu'à demander le départ total de la France, des pays, que ce soit au niveau de l'exploitation minière, coopération militaire et tout, qui demandent même le départ. Vous demandez à ce qu'on change la manière de voir, la manière d'apporter l'aide. Est-ce que vous n'êtes pas en déphasage un peu avec ce que demandent les jeunes Africains aujourd'hui? Je suis un peu tatillon sur les mots utilisés. Bon, je n'ai pas demandé de changer l'aide. J'ai même dit qu'on n'a pas besoin d'aide. On n'a même pas besoin. On a besoin de collaboration. C'est bien différent. Je le dis, souvent on regarde à soi sans penser que quand on parle d'Africains, on ne parle pas seulement de personnes résidant en Afrique. Combien y a-t-il de Burkinabés qui résident en France? Combien y a-t-il d'autres nationalités africaines qui résident en France? Il y a des ambassadeurs, par exemple, du Burkina Faso en France, il y a des ambassadeurs du Mali en France, etc. Et ils sont censés s'occuper de cette communauté-là. On veut bien accepter ça. Mais on ne veut pas accepter qu'il y ait une représentation de l'autre pays pour gérer aussi ces concitoyens qui sont là. Parfois, il ne faut pas regarder à soi-même seulement. Il faut aider aussi à éteindre le feu chez le voisin. Ces personnes nous transmettent aussi des émotions, nous transmettent aussi leurs frustrations. Si on dit qu'on est burkinabé, on n'est pas burkinabé pour seulement ceux qui sont et vivent au Burkina. C'est tous ceux-là qui ont cette nationalité, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut le principe partenariat. Quand vous dites partez, partez ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont là-bas, on doit aussi les renvoyer. Parce que s'il n'y a pas de collaboration, pourquoi on doit accepter qu'il y ait des personnes de votre nationalité sur aussi un terrain étranger? Les relations entre les pays sont très complexes. Mais j'ai envie de dire que ça ressemble à nos relations interpersonnelles. Réfléchir à tout ce que ça peut induire. Corriger ce qui ne va pas. Se respecter mutuellement. Se valoriser. On ne peut pas vivre seul. Donc il ne s'agira pas de rupture où on dit partez et que voilà, l'Afrique peut se débrouiller tout seul. Elle peut se débrouiller toute seule.
Elle pourra faire plus en collaborant, mais elle peut se débrouiller toute seule. Je le dis et je le pense sincèrement. Mais elle pourra faire plus en collaborant, comme vous l'avez dit. Alors, vous avez su vraiment faire sensation avec l'image de la marmite. On parle de cette marmite-là un peu partout. La marmite qui est sale. On imagine que vous avez bien préparé cette partie. Vu que c'est votre domaine, on va le dire, vous êtes formatrice en art oratoire. Donc, c'est une partie quand même que vous avez bien préparée, l'image de cette marmite sale. Alors déjà, c'est vrai que je suis coach en art oratoire, mais j'ai toujours pensé que imager une situation donne un peu plus de vision claire de ce que l'on veut dire. Vous savez, la marmite est très spéciale ici en Afrique. On l'utilise pour préparer les choses. On a des ingrédients, on ne sait jamais ce que ça va donner, mais à la fin, on est très impatient de découvrir la bonne nourriture qui va en sortir. Mais même quand on a les ingrédients, même les bons ingrédients, et qu'on a une marmite sale, c'est pas sûr que ce que l'on prépare, on a envie de manger. Donc il y a des gens qui ont parlé des ingrédients, de laver, de tout ça. Moi je dis juste que cette marmite-là même, elle est sale. Et il faut commencer à la récurer. Et le président français vous a-t-il promis de récurer cette marmite? Il l'a dit. Mais comme je l'ai dit encore, je ne peux pas me tenir garant de lui. Mais je sais simplement ce que je retourne faire au Burkina. Je continue à montrer avec les jeunes, avec les autres personnes moins jeunes, que nous pouvons le faire par nous-mêmes. Tant qu'il veut collaborer, qu'il la récure. S'il ne veut pas la récurer, nous on va continuer à se développer. Est-ce que quelque part vous pensez que vous avez remplacé le président Roch-Marc Christian Kaboré à Montpellier? Je ne peux pas remplacer mon président, je le respecte. Il ne m'a pas donné un mandat. Je ne suis pas une personne prétentieuse, je ne le deviendrai pas. Je sais une chose, nous sommes tous citoyens burkinabés. Et si, à un certain moment, nous avons besoin de crier haut et fort ce que nous pensons, de partager nos convictions, nous restons libres. Nous restons avant tout des citoyens libres. Je ne remplace pas le président. Je respecte mon président. 45 Burkinabés à participer à ce sommet Afrique-France. Et comment la préparation aussi, ou la préparation et la collaboration s'est passée avec les 44 autres Burkinabés? Déjà, il faut comprendre que même les 44 étaient subdivisés. Donc, ça veut dire que nous ne partions pas... Vous ne connaissiez pas avant? Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer une fois en physique, mais nous avions déjà un groupe WhatsApp dans lequel tout le monde était pour comprendre un peu sur tous les processus pour se préparer. Donc, déjà, les 44, nous sommes subdivisés en catégories et chacun vient avec une approche différente par rapport au sommet. Il y en a qui partent pour partager leurs connaissances, il y en a qui partent pour se faire former, et il y en a comme nous autres qui sommes allés pour partager nos opinions sur ce qui se passe sur cette relation France-Afrique. Je pense qu'après, et de façon intelligente, il y a eu des sous-groupes pour que les entrepreneurs discutent ensemble, que la société civile discute ensemble, et que les chercheurs et scientifiques discutent ensemble. Moi, j'ai échangé avec les personnes déjà quand on s'est vu, prendre un peu de part et d'autre les opinions. Et j'ai même donné mon numéro à qui le souhaitait en disant tout ce que vous avez, tout ce que vous pensez nécessaire ou tout ce que vous voulez crier au cours de cette rencontre-là, envoyez-les-moi. J'ai envie de connaître d'abord ce que vous pensez. Et au-delà de ça, je porte l'entière responsabilité de ce que j'ai dit. Et qui a pris en charge vos billets d'avion, le séjour? Comme ça se fait dans les événements où on invite une personne, c'est le comité d'organisation qui a pris en charge les billets d'avion. Je ne suis pas dans le secret des détails de l'organisation, mais je sais très bien que même si c'est un sommet, ça reste un événement. Et quand on invite une personne, si elle n'avait pas prévu de venir, si ça engage des charges, c'est eux qui le prennent en charge. Donc ils ont pris en charge les billets, ils ont pris en charge l'hébergement. Pour nous qui faisions les débats, on a pris en charge aussi le taxi de l'aéroport à l'hôtel. Mais tout ce qui a concerné après les dîners, les déplacements, nous étions amenés à débourser nous-mêmes de l'argent.
D'accord. Ce qui est curieux, c'est que vous êtes allé critiquer la France et en retour, Emmanuel Macron vous a promis des financements. On parle de 30 millions d'euros. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est très bien que vous amenez sur la table cette question. Nous n'avons demandé à Emmanuel Macron de nous promettre de l'argent. Nous lui avons dit que nous voulons développer ce concept de la démocratie un peu plus en profondeur ici, en Afrique. Nous avons fait des propositions et nous avons toujours dit, et ça je vais revenir sur mon message, je l'ai dit, nous aussi nous pouvons mettre de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Si nous devons faire ce projet ensemble, l'Afrique va contribuer financièrement. Si la France est intéressée à contribuer financièrement, c'est sur la table de la discussion. Mais je n'ai pas en fait de quoi, je veux dire, prenez cette bourse, allez-y. Vous avez dit que c'était un événement où il essaie de redorer son image. J'ai dit que dans cette situation, chacun tire la couverture de son côté. Nous lui avons dit que l'Afrique va contribuer intellectuellement et financièrement. S'il n'a pas entendu ça et qu'il veut quand même proclamer devant tout le monde qu'il va donner 30 millions d'euros, c'est ce qu'il a dit. Mais dans les faits, comme nous n'allons pas en fait avoir cette collaboration au niveau intellectuel et financier, peut-être que c'est là qu'on va dire on vous avait bien prévenu. Ça veut dire dans la collaboration, dans la collaboration, chaque partie apporte quelque chose sur la table et on discute des responsabilités, on discute de ce que chacun aura à faire. Sinon, vous n'acceptez pas. Il a fait. Sinon, vous n'acceptez pas l'argent. Non. C'est lui qui a fait une annonce. En fait, c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on écoute dans les débats. Il a fait une annonce. Mais qu'est-ce que les gens ont retenu de ce que nous avons dit? On a dit qu'on va contribuer. Si on ne contribue pas, dans une collaboration, ça ne marche pas. C'est ça. Vous êtes de retour. Quelle sera la suite, on se demande. La suite, c'est quoi? La suite, déjà, c'est que au travers de mon entreprise, nous lançons un événement qui va mettre en lumière des entrepreneurs modèles endogènes. Nous commençons à apprécier ce que nous avons ici. Cet événement s'appelle The Business Cocktail. Plusieurs entrepreneurs dont vous connaissez effectivement la notoriété ici au Burkina vont prendre la parole enfin pour partager ce qu'ils ont. Pour déjà qu'on commence à construire quelque chose ici. C'est pour décembre. D'ici samedi, le 16 octobre, on aura la conférence de presse. Donc, je ne vais pas dire avec plus. L'entreprise Improview. Tout à fait, avec votre entreprise. Tout à fait, oui. C'est dommage, notre temps d'entretien est terminé. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Je rappelle quand même pour ceux qui découvrent ELDA, alors que ELDA a fait une filière scientifique, donc un bac série C. Ensuite, vous avez fait l'informatique à l'université et là, vous vous retrouvez donc à enseigner l'art oratoire. On va dire que vous avez changé un peu quand même de trajectoire. Non, je ne pense pas. Bien parler, c'est utile à tout le monde. Si on veut bien avoir cette facilité, cette aisance, il y a des formations. Moi, je suis une personne qui était vraiment très ouverte aux formations, je le reste toujours. Pendant que je faisais ces séries scientifiques, je participais à des formations extra-universitaires, je participais à des événements de confrontation d'idées, parce que ça ne s'oppose pas. Ce n'est pas seulement les littéraires qui doivent savoir parler. D'accord, merci bien d'être passé. Et puis voilà, on va avoir d'autres occasions. Bonne suite. En tout cas, merci beaucoup et j'invite tout le monde à découvrir Improview pour s'improve, s'améliorer et faire ressortir le meilleur qui est en vous. Je rappelle que Rahim Mwende Edakwama est coach et formatrice en art oratoire et directrice de Improview et c'est la deuxième fois que nous la recevons sur notre plateau. Elle fait partie donc des Burkinabés et des Africains qui ont participé au sommet Afrique-France 2021 à Montpellier. En France, c'était vendredi dernier. C'est ici que s'achève l'entretien de ce jour. Vous aurez la rediffusion de cet entretien à 12h00 sur Savane TV. Et c'est fini aussi pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À Bonjour le Faso. À demain. Cuss.